toutes et à tous. Je m'appelle Charles Lemonnier, je travaille à l'Agence parisienne du climat et je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence ce matin pour la première conférence du forum. Euh, Ce matin, on a souhaité mettre en lumière les questions d'urbanisme et de patrimoine qui s'opposent pour la rénovation énergétique des immeubles dits anciens de vos copropriétés. Il y a plus en plus de tels immeubles qui entrent en rénovation ou qui se préparent à le faire, et c'est bien tant mieux. Un des caps importants du projet que vous êtes en train de mener, je pense pour certains d'entre vous, c'est l'autorisation de travaux. Euh, c'est une étape que vous passez en général avec votre maître d'œuvre. Et on peut le voir un petit peu comme une rencontre de votre projet avec l'administration, euh, avec certaines règles et certaines contraintes pratiques, techniques qui s'imposent à vous et qu'il vaut mieux avoir anticipé. C'est pourquoi on est très heureux d'accueillir ce matin en fait les deux services administratifs principaux qui, à Paris, instruisent les demandes d'autorisation de travaux, la direction de l'urbanisme et l'unité départementale architecture et patrimoine. Philippe Rossignol, vous êtes chef du service permis de construire et paysage de la rue à la direction de l'urbanisme à la ville de Paris. Merci pour votre présence. Merci Charles, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et Frédéric Masviel, vous êtes architecte des bâtiments de France, chef de l'unité départementale d'architecture et du patrimoine de Paris à la direction régionale des affaires culturelles au ministère de la Culture. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Charles, bonjour. Quel est l'objectif? On aime le rappeler, cet objectif à l'Agence parisienne du climat, celui pour lequel nous agissons au quotidien. Au plan climat, il est de notamment réduire les consommations énergétiques des logements privés de moitié d'ici à 2050 par rapport à 2004. C'est donc un objectif ambitieux. Et aussi, pour chacun d'entre nous, l'objectif, c'est bien sûr d'assurer le confort d'habiter, que ce soit en été ou en hiver. Cela passe par nos habitudes qu'on peut changer et cela passe par les travaux sur le bâti. Euh, il est évident que toute intervention, comme ces travaux, sur les parties visibles d'un immeuble s'inscrit dans un ensemble urbain et en cela relève de l'urbanisme aussi. Quelque part, un immeuble, dans sa partie visible, nous appartient à toutes et tous en ville et la notion de patrimoine aussi nous appartient toutes et tous. Chaque immeuble y contribue à sa mesure, dans son état existant et dans son état futur, car la question se pose maintenant, vu le changement climatique, vu nos défis, de savoir quel patrimoine nous voulons léguer. À Paris, il est évident aussi que le bâti ancien, qu'on va définir, constitue la majorité du bâti aujourd'hui, et certainement encore dans les 20 années à venir, et donc constitue pas mal de ces paysages. Lorsque vous intervenez donc chez vous, mais aussi dans une rue, dans une allée ou dans un plus grand paysage. Un bâti ancien pose des questions assez spécifiques liées à sa structure, donc les matériaux, ses qualités et défauts thermiques, et aussi liées à son esthétique. Il en existe plusieurs grandes typologies, assez différentes les unes des autres, suivant les époques de construction, comme vous le voyez ici. Et pour chaque typologie, il est important de contribuer de manière aussi différenciée, selon ses capacités, autant celle du bâti que celle de vous en tant que copropriété. L'avantage, ou plutôt je dirais l'objectif, c'est de cibler ce qui est le plus faisable dans un bâti ancien, selon des techniques qui sont parfois traditionnelles, comme l'usage de matériaux bio-géosourcés, type la chaux, le chanvre ou le bois, ou parfois des solutions innovantes. Je pense notamment au fait de surélever de manière légère pour isoler les toitures, ça s'appelle le sarking, ou des enduits
à base d'aérogel qui sont développées et qui commencent à se répandre. Elles viennent de Suisse. Il y en a beaucoup d'autres. On rappelle que cet objectif plan climat, c'est celui qui est, il est aligné avec celui de la France pour 2050, la neutralité carbone. Et il correspond en termes de kilowattheure d'énergie consommée estimée par mètre carré par an à un peu moins de 100. Alors, tout le parc peut-il devenir BBC en 2050 ? C'est l'objectif. Mais si votre bâtiment aujourd'hui ne peut pas devenir BBC, vous vous dites qu'il y a trop de contraintes parce que c'est un bâti ancien et j'ai assez peu de levier. En réalité, si on regarde de plus près, il peut y en avoir. Alors, qu'est-ce que le bâti ancien ? Le bâti ancien se définit de manière conventionnelle comme étant construit avant 1948 à base de matériaux bio ou géosourcés non standardisés, non industrialisés. À Paris, il constitue 62% du parc de logements privés, donc l'essentiel. Et parmi ces 62%, si on regarde les étiquettes de DPE collectifs, on en a 74% qui sont E, F ou G. On fait la somme des trois diagrammes orange. Alors que si on prend les bâtiments après 49, on a 25% à peu près. Donc le quart seulement qui sont E, F ou G. Il concentre donc les questions de passoire et bouilloire thermique. Il est prioritaire, ce parc-là. La question qui va se poser maintenant, avant que je donne la parole aux intervenants, c'est comment faire ? Et comment faire si, a priori, mon bâtiment a du mal à devenir BBC ? Il est quand même possible de faire tout un tas de choses qui seront très intéressantes pour vous et pour la ville. La recette de l'APC, je pense que vous la connaissez. Si vous avez déjà engagé des travaux, c'est de bien sûr commencer par un diagnostic de votre immeuble qui soit fin et qui soit spécifique aux qualités et aux défauts du bâti ancien. Ensuite, vous allez avoir bien sûr le rôle très important du maître d'œuvre, architecte et bureau d'études, pour définir un projet qui prenne en compte ces spécificités. Et il y a les règles d'urbanisme et de patrimoine à respecter. C'est l'objet de ce soir. On pose les questions, les réponses sont plus complexes, elles dépendent de chacun de vos bâtiments, mais on va les esquisser. Alors, pour simplement commenter cette slide, il y a 2 points. Bien sûr, Philippe Roussignol parlera du premier point et Frédéric Masviel plutôt du second point. Première question, Philippe, quel est votre service en fait à la ville de Paris ? Comment est-il organisé ? Et quels sont les conseils pour vous contacter ? Alors, le service du permis de construire et du paysage de la rue est un service de la direction de l'urbanisme. Alors, vous voyez sur la carte là, ce que vous avez sous les yeux. Il est organisé en ce qu'on appelle, nous, 4 circonscriptions territoriales qui se répartissent le traitement des dossiers selon les arrondissements, pour une question d'équilibre de charge entre les agents. Donc, en termes de demande d'autorisation d'urbanisme, nous avons une volumétrie importante qui tourne selon les années entre 11 et 12 000 dossiers pour une quarantaine d'instructeurs qui les instruisent. Si on fait un focus sur les sujets notamment de demande d'autorisation pour des isolations thermiques par extérieur, sur les 2 dernières années, on est environ 500 dossiers par an, avec un résultat de 80% d'autorisation délivrée, ce qui est quand même plutôt bien, hein, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la qualité du bâti architectural à préserver. Et donc, notre logique à nous, c'est d'être un service facilitateur. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner vos projets. Ce qui suppose de venir assez en amont pour venir nous voir, présenter aux instructeurs qui vous reçoivent en rendez-vous de faisabilité, ce qu'on appelle un rendez-vous de faisabilité. Donc vous pouvez venir vous-même ou être accompagné par un architecte, un maître d'œuvre, un bureau d'études. Et on va examiner votre projet pour vous guider dans la bonne direction. Et ce travail-là, on ne le fait pas uniquement tout seul. On travaille avec les collègues de l'Agence parisienne du climat qui ont une technicité supérieure à nos instructeurs qui, eux, vont regarder comment on applique la règle d'urbanisme. Ils ne sont pas des spécialistes des matériaux, mais ils se forment, hein, puisque l'Agence parisienne du climat nous forme régulièrement pour qu'on se tienne au courant des évolutions. Et donc là, vous avez sous les yeux, sur le site paris.fr,
le lien pour prendre les rendez-vous qui sont localisés par arrondissement. On a une volumétrie importante de demandes, hein, quelle que soit la typologie de dossier, pas uniquement des dossiers de confort thermique. Donc en gros, il y a une trentaine de jours d'attente à peu près. Après, modulo les vacances de poste qui peuvent arriver. Sur votre slide précédente, vous vouliez introduire, je crois, la règle commune, donc le plan local d'urbanisme. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau plan qui est entré en vigueur en décembre 2024? Alors là, l'idée, c'est de vous brosser très rapidement le tableau législatif, le cadre législatif et réglementaire de notre intervention. Donc nous, on s'inscrit dans le code de l'urbanisme qui organise le système de planification des territoires. Donc vous avez plusieurs niveaux, niveau régional, métropolitain et local. Le fameux plan local d'urbanisme, et donc bioclimatique, adopté par le Conseil de Paris en novembre dernier. Donc dans ce document, il y a plusieurs éléments. Il y a des choses qui ne sont pas réglementaires, mais qui donnent le sens de la règle. Pourquoi on fait cette règle? Alors il y a le projet d'aménagement et de développement durable, ce qu'on appelle les orientations d'aménagement et de programmation, qui fixent des grandes règles. Et il y en a une particulière qui vous concerne, c'est celle qui s'appelle héritage et transformation, et qui traite notamment des grands objectifs en termes de transformation et d'amélioration des bâtiments existants, avec plusieurs principes, c'est-à-dire procéder à des transformations qui amènent à améliorer le confort des habitants, confort thermique, et aussi à préserver le bâtiment. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire des travaux qui vont être pérennes. C'est pas de faire des travaux qui vont vous coûter un financement élevé pour être refait quelques années après. Donc il faut, et c'est l'orientation qui est fixée, il faut utiliser les matériaux adaptés à la typologie du bâti, donc ça demande une étude technique préalable, pas se tromper de matière. Et donc cet objectif-là, il est ensuite décliné dans des règles, et c'est à l'aune de ces règles que la demande d'autorisation va être instruite. Et donc le PLU bioclimatique fixe quelques articles qui concernent les sujets que l'on traite aujourd'hui, notamment les ravalements et les isolations thermiques par l'extérieur, avec notamment l'article 5 qui parle de la performance environnementale des travaux et qui recommande ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire d'utiliser des matériaux biosourcés ou géosourcés, des matériaux qui respectent le bâti existant, qui sont compatibles avec la manière dont il a été construit et qui obligent à un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il faut préserver les principes de l'architecture dite bioclimatique, c'est-à-dire garantir le confort, votre confort, le confort d'été, avec des peintures, si vous faites du ravalement, qui vont repousser les effets du rayonnement solaire. Prévoir aussi des dispositifs qui permettent de casser les effets de soleil, justement, pour avoir des effets d'ombre. Et pour tout ce qui est isolation, des règles, pour le coup, qui sont dans un autre article, qui est l'article 3, qui permettent de dépasser certaines règles gabaritaires ou volumétriques qui s'imposent à tous travaux classiques. C'est-à-dire que là, pour permettre une innovation énergétique, on va aller au-delà de la règle. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est nos instructeurs qui vous l'expliqueront. Merci Philippe. On voit que tout de suite on entre dans de la technique et du détail, mais ça vous parle puisque ce sont vos fenêtres, vos toitures, vos murs, les murs que vous vivez de l'intérieur, que vous voyez de l'extérieur. Parfois on n'a pas exactement le même point de vue soi-même. Et je voulais donc dire qu'on aura la chance en fin de conférence d'avoir un mot de conclusion de Madame Lamia El Harraj, adjointe à la maire de Paris, en charge de l'urbanisme, de l'architecture du Grand Paris, de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap. Alors passons maintenant la parole à vous, Frédéric Masviel. Même question, quel est votre service? Et on connaît souvent les architectes des bâtiments de France, mais je voudrais qu'on prenne le temps d'expliquer vraiment quel est votre service et comment vous contactez. Merci beaucoup, Charles. Effectivement, c'est l'occasion de vous rencontrer, de présenter le service des ABF, comme on les appelle souvent. C'est cet acronyme qui permet de bien identifier le service des architectes des bâtiments de France. Et donc, cette occasion de présenter qui nous sommes vraiment et où nous sommes pour venir nous rencontrer.
les architectes des bâtiments de France appartiennent à un corps dit des architectes urbanistes de l'État qui sont recrutés par voie de concours. Il y en a peu, il y en a 180 en France, sur un corps qui en compte à peu près 400. Donc, être architecte des bâtiments de France, c'est être architecte urbaniste de l'État dans une unité départementale de l'architecture et du patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'une unité départementale de l'architecture et du patrimoine? Eh bien, c'est un service qui abrite un certain nombre de compétences. Au sein d'une direction régionale des affaires culturelles, qui est un service déconcentré du ministère de la Culture. Donc, cet organigramme que vous avez sous les yeux présente, je dirais, l'écosystème de la DRAC Île-de-France, qui est à un niveau régional, donc qui ne concerne pas que Paris, évidemment. Et nous sommes situés dans ce qu'on appelle le pôle de coopération patrimoniale. Toutes les DRAC de France, les 13 DRAC de France, autant de DRAC que de régions, depuis 1977, donc ont en principe deux pôles, on va dire deux faces d'une même pièce, à savoir celle qui va s'occuper davantage de la création artistique, la démocratisation culturelle, et puis plutôt le pôle de coopération patrimoniale, c'est-à-dire tout ce qui est en jeu, la question de la préservation, de la valorisation et de la création aussi architecturale au sein d'un pôle de coopération patrimoniale. Donc vous voyez l'encadré rouge, je vous montre où nous sommes, UDAP de Paris, au sein bien sûr d'un service régional qui abrite plusieurs départements, dont celui de Paris. L'organigramme de l'UDAP de Paris est assez complexe peut-être à déchiffrer, je suis désolé de cette complexité, mais il faut être très organisé. C'est le principe même, puisque nous ne sommes pas très nombreux, 23 agents, c'est la plus grosse UDAP de France, mais malgré tout, nous ne sommes pas très nombreux, et il faut compter ces forces à l'intérieur. Nous sommes constitués donc d'un panel de fonctionnaires titulaires de l'État, qui sont les architectes urbanistes de l'État, les techniciens des bâtiments de France, qui nous assistent énormément et qui sont la cheville ouvrière pour l'instruction des dossiers, j'y reviendrai, ainsi que les ingénieurs des services culturels du patrimoine, et puis bien sûr toutes les tâches administratives qui sont assumées par les adjoints et adjointes administratives. Alors nous avons une répartition territoriale qui n'est pas tout à fait la même que celle de mon voisin, pour des questions d'une part un peu historiques liées au service et à la vie des services, mais également parce qu'il faut aussi être dans ce travail d'équilibrage, entre guillemets, de l'intérêt aussi des territoires, puisque comme on dit souvent, Paris est composé de villages, entre guillemets, si j'ose dire, et bien surtout d'arrondissements. Et donc, il faut que les 6 adjoints et adjointes dont j'ai l'honneur de diriger dans cette UDAP puissent aussi avoir une répartition équilibrée entre périphérie, centralité. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un ABF, on va dire, central pour Paris Centre, pardon. Et là-dessus, je reviens toujours et je défends cette position de pouvoir leur permettre d'être voilà, avec cette diversité de territoires. J'y reviendrai. Alors, comment nous contacter? C'est assez simple. Vous avez plusieurs canaux pour nous atteindre. D'une part, il y a bien sûr l'incontournable Internet, avec ces adresses qui permettent de venir et de savoir et de comprendre comment et où nous sommes. Donc, c'est la première adresse qui est ici même et sur lequel, par le biais du site du ministère de la Culture, vous avez ensuite accès aux régions et ensuite aux missions des actions des UDAP. Et vous pouvez trouver notamment l'organigramme tel que je viens de vous le présenter. Autre point d'intérêt, c'est lorsque vous êtes dans une phase d'étude de projet, eh bien, l'Atlas des patrimoines permet aussi de comprendre et de connaître les servitudes dans lesquelles se situent vos immeubles, vos édifices. Troisième adresse, c'est celle de la Fédération de l'Association nationale des architectes des bâtiments de France, qui fédère l'ensemble des 180 architectes des bâtiments de France de manière métropolitaine et ultramarin. Et en bas, bien sûr, nos coordonnées pour nous contacter. Alors, il faut savoir que 2023, je vais donner quelques chiffres ensuite, nous avons répondu à l'ensemble de l'UDAP, a été sollicité sur c'est avant, 10 000, plus de 10 000 entretiens, rendez-vous, prise de contact, téléphone. Donc c'est un chiffre très conséquent et souvent j'entends bien sûr la critique de oh, on n'arrive pas à les joindre, etc. Bon, on s'excuse du peu, mais nous faisons ce que nous pouvons, on est en flux tendu et permanent, nous essayons de répondre et notamment nous assurons un service
répondre au téléphone, puisqu'il y a des adjoints administratifs qui permettent de faire ce travail. La dernière adresse qui sont mises sur ce site, c'est vous dire aussi l'implication du ministère de la Culture et de la DRAC sur la question de la transition énergétique. Nous ne sommes pas délaissés pour compte. Au contraire, nous sommes bien sûr dans ce train qui est en marche, à savoir pouvoir accéder à des ressources très importantes qui sont au sein du ministère de la Culture et que vous trouverez aisément sur ces adresses. J'en profite pour dire que l'organisation des architectes des bâtiments de France, oui, évolue avec la question de la transition. Des lois sont discutées au Sénat, puis à l'Assemblée pour ceux qui suivent cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne à Paris cette protection? En 2 mots, parce que j'ai vu que le temps passe un petit peu plus vite que prévu, Oui. pour qu'ensuite on aille aux questions plus précises. J'ai volontairement voulu projeter cette image qui est assez indigeste parce qu'elle est absolument pas compréhensible si on n'en donne pas les clés, mais c'est tout simplement la superposition de toutes les servitudes d'utilité publique pour la ville de Paris, intramuros, les 100 km², sur lesquels vous avez toutes on va dire les lois de protection qui sont superposées. Alors je peux en détailler quelques-unes, mais la grande tache jaune claire, c'est le site inscrit ensemble urbain protégé depuis 1975. Les 2 taches jaune foncé sont les 2 bois qui sont en site classé, bois de Boulogne et bois de Vincennes. Et puis vous avez un certain nombre de taches rouges et bleues, c'est en fonction de leur protection. Est-ce que ce sont des monuments historiques inscrits ou est-ce que ce sont des monuments historiques classés, tout simplement? Alors, voilà en nombre, on va passer rapidement sur cette slide, mais c'est pour dire qu'à Paris, bien sûr, nous ne sommes pas dépourvus de protection de type patrimonial. Voilà, cette slide me paraît la plus importante. Donc, combien d'avis sont rendus et quelle sont la nature de ces avis? Alors oui, cette présentation de chiffres est très importante parce que d'abord, elle est un peu incomplète pour 2024. Je vous prie de m'en excuser, mais c'est dû au fait qu'on a fait un changement d'outil d'instruction puisque nous sommes dans l'instruction par voie dématérialisée depuis 2019. Paris a été d'ailleurs pionnier en la matière avec l'aide de la direction de l'urbanisme, à savoir pouvoir instruire tous les dossiers de manière dématérialisée. Et actuellement, je dirais toutes les autres UDAP sont en train de rejoindre ce principe même d'instruire des dossiers par voie dématérialisée. C'est-à-dire qu'on oublie les vieux plans Dradley, etc., les dossiers très, très, très épais à instruire. Alors, 13 390 nombre d'actes, ce sont oui, la quantité au fond d'actes administratifs, au sens administratif qu'il faut comprendre, sur laquelle il faut en extraire les 10 374 qui sont vraiment des avis signés par l'architecte des bâtiments de France. Il faut savoir que nous avons cette signature, nous sommes 7 à signer ce nombre de dossiers. Et si on détaille un peu plus par nature d'avis, ce qui a été déjà évoqué un peu, c'est que vous avez 3 types d'avis. Il faut bien retenir une chose, c'est que la notion d'avis conforme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent on dit l'avis conforme de l'ABF. En fait, le mot conforme veut dire que le service instructeur doit se conformer à la décision qui était émise dans l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Il y a des voies de recours qui existent. On peut contester l'avis, ce qu'on appelle un recours hiérarchique, sous un délai de 7 jours par le service instructeur, ce qui est très très rare. Mais la plupart du temps, un avis conforme veut dire que si l'architecte des bâtiments de France émet un avis favorable avec réserve ou un avis défavorable, le service instructeur n'a pas d'autre choix, sauf la voie du recours, mais je ne reviens pas dessus, que de le suivre. Parce que nous sommes un maillon d'une chaîne d'instruction, c'est-à-dire que nous sommes dans un avis, une décision un peu qui anticipe une décision finale. C'est un avis qui prépare une décision et c'est le service instructeur qui va émettre l'arrêté d'autorisation ou de refus pour délivrer une autorisation de travaux. Donc, l'avis conforme, je dirais, c'est une part des avis que nous délivrons. Ce ne sont pas l'essentiel des avis. Et il y a d'autres avis qui sont dits les avis simples. Ça veut dire que le service instructeur n'a pas obligation de suivre notre avis. Il peut tout à fait
le prendre en compte ou ne pas le prendre en compte. Après, nous avons aussi un devoir de conseil, ça fait partie de notre ADN, de délivrer aussi des conseils au titre d'une expertise sur l'esthétique, il faut le dire, l'intégration urbaine, l'architecture, l'homogénéité d'un tissu urbain, et cetera, et cetera. Et puis les autres avis sont ceux qui disent les simples avis, on inverse les choses, qui sont plutôt du conseil, un peu, strict sur notamment de la consultation préalable, ce qui est important. Je termine sur le 3e point qui est le type de demande. Alors sur la quantité d'avis que nous délivrons, il y en a un certain nombre qui est une majorité dites de déclarations préalables. Alors elles ne sont pas, sans conséquence parce que ce ne sont pas que des grands permis de construire, des grands permis d'aménager ou des grands permis de démolir. Ce sont souvent une succession de petites, déclarations préalables qui sont conséquentes dans, le maintien et la préservation, la valorisation du patrimoine. Sur ces 7 158 déclarations préalables, regardez bien, il n'y en a que très peu qui concernent des ITE. Je me permets d'insister, 383. Et sur ces 383 déclarations préalables qui concernent des isolations thermiques par l'extérieur, il y a eu en première instruction 49 avis défavorables en 2024. Cela signifie qu'il y a un premier refus qui est aussi une manière de faire entendre ce qu'il est nécessaire de dire pour faire améliorer le projet notamment. Et au final, si vraiment il y a un maintien du dossier dans ces dispositions techniques qui sont parfois estimées insuffisantes, eh bien, nous arrivons à 33 avis défavorables, mais 350 avis favorables, ce que soit 91% des DP instruites. Merci Frédéric. Je lis de ce slide que on peut retenir 2 choses. Vos démarches avec les architectes des bâtiments de France et la direction de l'urbanisme vont en grande partie dépendre de savoir si vous tombez dans la catégorie avis simple ou avis conforme. Et c'est des choses que vous pouvez lire sur Internet parce qu'on n'aura pas le temps de détailler aujourd'hui quels sont les critères. Elles sont liées au secteur dans lequel vous êtes ou à la co-visibilité avec un monument historique. Et deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes qui sont à traiter et que le flux très, très, très tendu dont parle Frédéric Masviel nous incite à rendre des dossiers les plus clairs et les plus compréhensibles possibles pour leur faciliter la tâche et vous donner le maximum de chance. Ça, c'est le 2e message, je pense, très important. Et le 3e, c'est que finalement, c'est possible, peut-être pas toujours du premier coup, mais au 2e coup, dans une large majorité de cas. Et donc, il faut aussi, quelque part, garder espoir et ne pas s'inquiéter outre mesure, comme des fois on a pu l'entendre. Alors, je vais passer un peu sur des slides. La 2e question que je voudrais poser à nos intervenants concerne cette fois-ci le bâti ancien en lui-même. Alors, d'abord, Philippe, puis Frédéric, quels sont les critères, quelles sont les spécificités du bâti ancien? Avez-vous des exemples à nous communiquer? Alors, il y a évidemment plusieurs typologies. Alors évidemment, à Paris, c'est souvent, l'haussmannien qui revient, mais pas uniquement, hein. Il y a le faubourien, voilà. Donc chaque bâti a ses spécificités. Alors Frédéric a parlé tout à l'heure des protections, un certain nombre de protections, sur les immeubles. Il y a d'autres protections dont on a parlé, c'est les protections Ville de Paris qui sont, intégrées dans le PLU et qui, pour une raison ou une autre, ont identifié que tel immeuble devait être protégé, parfois par sa façade, parfois par ses balcons, etc. Donc ça, c'est des éléments qui rentrent en jeu. Et donc, évidemment, en fonction de l'historique, de l'ancienneté du bâtiment, les réponses techniques ne sont pas du tout les mêmes. Alors, encore une fois, ça c'est un travail de préparation en amont de votre part. Et il y a une notion qui va être importante, ça va être l'insertion des travaux dans l'environnement urbain. Parce que le PLU est très incitatif et facilite, comme je disais tout à l'heure, la réalisation de travaux d'isolation. Mais ça doit s'insérer dans un cadre qui est le respect du patrimoine parisien, qui a une valeur en soi, qui a aussi la valeur de votre habitation ou de votre immeuble d'habitation. Et c'est cet équilibre que l'on doit concilier. Et dans l'échange de ce qui a été présenté tout à l'heure, il y a des échanges en fait dans l'instruction. C'est pas quelque chose de cloisonné. Il y a des échanges entre les instructeurs et les architectes de l'État. Il y a des échanges avec les techniciens matériaux. Et donc, on essaye de construire quelque chose dans cette chaîne pour que vous, dans votre montage d'opération,
qui a été financé, on arrive à trouver la bonne solution, encore une fois, pour la pérennité du bâtiment. Et les solutions techniques sont pas toujours simples. On le voit d'ailleurs avec le schéma qui montre qu'il y a plusieurs pans dans les bâtiments qui sont concernés. Et il faut avoir une vision globale des choses. Le retour d'expérience, alors je crois que Frédéric a quelques exemples à montrer. On commence à avoir des retours d'expérience de travaux réussis et qui durent dans le temps. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est que ça dure, hein, comme je disais tout à l'heure. L'objectif, c'est pas de recommencer tous les 2 ans. Alors, euh, on pourra revenir là-dessus. Juste, premier exemple, donc Frédéric, vous avez choisi de montrer celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un exemple qui a pu aboutir sans encombre de ce que de ce que j'en sais, et que c'est l'exemple d'une intervention sur un immeuble de logements sociaux pour justement améliorer le confort thermique, par notamment la pose d'une isolation thermique par l'extérieur. Alors, le résultat a été jugé donc on va dire acceptable aussi. Il y a la question des servitudes. J'insiste, cet édifice, cet immeuble, dans le 10e arrondissement, il est situé en site inscrit. Souvenez-vous, la tache jaune, ça veut dire que toutes les démolitions qui auraient pu être souhaitées sur cet immeuble auraient fait l'objet d'un avis conforme, et donc il fallait qu'elle soit non impactante, comme on dit, pour l'immeuble. Donc cet exemple est un bon exemple à nos yeux d'une intervention pour améliorer le confort thermique de cet immeuble, tout en lui préservant finalement ses caractéristiques, son identité, d'une certaine manière. Alors là, je pense que ce bâtiment était soit en pan de bois avec un mortier à l'intérieur, soit en maçonnerie. Est-ce que vous savez peut-être le détail? Alors, le dossier technique, je l'ai pas en tête. Je sais qu'il a été très bien fait et a permis, justement, en fonction de ses caractéristiques. Là, on n'est pas en pan de bois parce qu'on est quand même sur des façades très droites. On est sur des maçonneries anciennes. Mais ce que je sais, c'est que ce dossier, en tout cas, n'a pas présenté de difficultés, alors qu'il est situé aux abords de mémoire de 12 monuments historiques. Et en site inscrit. Donc il est vraiment en espace, ce qu'on appelle dit protégé. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Ce qu'on ne voit pas, c'est combien l'isolation a été renforcée en termes de résistance thermique, mais cela a dû être multiplié par, je pense, au moins 3. Je pense aussi qu'on voit, pour le coup, là, que des corniches ont été rétablies et des encadrements de fenêtres. Ça peut paraître des détails, mais c'est vraiment ce qui fait la différence. Et si vous vous appesantisez un peu si vous regardez attentivement des façades qui peuvent vous plaire, ce sont ce genre de détails qui vont accrocher votre attention. Peut-être oui, insister sur la question des modénatures, de l'ornementation, de ce qui fait la figure de l'architecture. Finalement, son visage, son identité, c'est toute la difficulté qui est induite par le fait de mettre sous couette un immeuble, de le revêtir d'une autre peau. Ça veut dire que comment on fait, comment on arrive à lui préserver son authenticité, le fait qu'il ait des caractéristiques qui lui soient propres. C'est vraiment l'enjeu même peut-être principal de la question de l'ITE, de cette isolation thermique qui, pour des raisons très techniques, est tout à fait compréhensible, puisqu'elle limite, c'est le principe de la bouteille thermos, hein, il n'y a plus de pont thermique. Donc à partir du moment où vous mettez une couverture par l'extérieur, ça veut dire que vous pouvez être dans un contrôle hygrométrique avec le secours, bien sûr, de toute la technique liée à l'aérolique, permettre qu'il y ait un contrôle justement du climat et des déperditions de chaleur. Alors, ne jamais oublier que nous sommes à des latitudes de climat tempéré. Il y a 4 saisons avec le confort d'été, le confort d'hiver. Il faut toujours aussi être dans cette double lecture d'une nécessité d'intervenir sur du bâti où on peut, notamment sur ce que disait Philippe, casser le soleil. C'est vrai qu'on aurait besoin de quelques stores sur... Bon, je ne devrais pas dire ça, mais en tout cas, permettre de répondre à ces
à ce grand dérèglement finalement. C'est une question de dérèglement climatique auquel nous sommes tous confrontés et sur lequel essayons d'œuvrer bien sûr. Et là-dessus, c'est un exemple voilà, où l'ITE a été tout à fait admise parce qu'elle a été jugée, comment dire, elle n'effaçait pas l'architecture de ces immeubles. Merci Frédéric. J'aimerais laisser la parole à quelques questions. Ce sera très rapide avant de laisser la parole à Lamien et Larage. Il y a d'autres exemples sur lesquels on pourra revenir au cours des questions. Alors, on va prendre 2 questions et on répondra dans la foulée. Oui. 1, 2, 1, 2. Oui, bonjour, Rémi Bouton. Moi, je suis un simple Parisien, copropriétaire et président du conseil syndical. J'ai essayé d'œuvrer au fait d'améliorer la qualité énergétique de l'immeuble. Et en fait, c'est compliqué. D'une part, parce que c'est très bien ce que vous dites côté ABF, mais j'ai l'impression que la vie n'arrive qu'une fois qu'on a payé. C'est-à-dire qu'il faut déjà payer un premier diagnostic sur lequel on ne sait pas si on aura une aide ou pas. Moi, j'ai demandé, je suis inscrit sur Coach CoPro, j'ai pas eu de réponse de la ville de Paris sur le fait de savoir si l'immeuble était éligible ou pas à l'aide. La question simple, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un avis des ABF avant de commencer pour savoir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, plutôt que d'engager un diagnostic, d'engager tout un truc de travaux, de bidule, de machin, de convaincre les copropriétaires de dépenser quelques dizaines de milliers d'euros pour au bout du compte savoir qu'on ne peut pas le faire. Merci, on va prendre la deuxième question. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi, oui, pardon, merci pour l'intervention. Juste me présente, moi je suis également copropriétaire et membre du conseil syndical. Je revenais sur la présentation que vous avez. La majorité des immeubles à Paris sont des immeubles anciens et vous avez donné un exemple de réhabilitation par ITE d'un immeuble faubourien. Ma question, c'est quelle est la marge de manœuvre qu'on peut avoir sur du haussmannien, sachant qu'il y a plusieurs classes de haussmannien en fonction évidemment de la qualité architecturale. Est-ce que vous acceptez les ITE sur des haussmanniens qui sont peut-être de classe un peu moins forte du moment qu'on préserve effectivement l'architecture extérieure du bâti? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a aucun sens de demander dans un projet de rénovation? Merci. Alors, avant de passer la parole, je vais simplement... la prévisibilité des avis, ça c'est très important et on va y répondre plutôt par le dialogue parce qu'on peut bien comprendre qu'une administration ne peut pas s'engager sur des esquisses, mais le dialogue permet par des allers-retours d'arriver un peu à répondre à votre question. Et sur l'haussmannien, ça je laisserai les spécialistes. Alors, qui veut commencer? Oui, je veux volontiers répondre sur la question du préavis, de l'avis avant l'instruction proprement dite, qui est effectivement une question essentielle, puisqu'elle engage forcément une décision finale, et donc elle n'est pas simple, évidemment. Bon, déjà, je vous renvoie à la quantité d'avis à délivrer par an, donc effectivement, on va aussi là où on est attendu, c'est-à-dire sur le délai d'instruction. DP, c'est dans les 4 mois, nous avons 2 mois pour répondre. Et il y a un risque d'avis tacite dans certains cas. Donc, c'est-à-dire que si l'ABF ne répond pas, son avis n'est pas pris en compte, donc il peut y avoir des conséquences. Et puis, sur les permis de construire, les autres formes d'autorisation de travaux du Code de l'urbanisme, nous avons 2 mois. Je viens de dire une bêtise. DP, c'est 2 mois et c'est 1 mois de délai. Pardon, excusez-moi de cette erreur, je rétablis. Les DP, c'est 2 mois d'instruction par le service instructeur et nous avons 1 mois. 1 mois, c'est très court. Alors, la dématérialisation a permis d'améliorer le flux, mais malgré tout, il faut, vous avez vu la quantité, on est à près de 8000 sur 9 mois. Voilà. Donc, sur la question de donner un avis préalable, Charles vient de le dire, ça engage forcément, parce qu'il ne faut pas se déjuger, c'est-à-dire si on vous dit oui, on évite de dire non après. Donc, on ne peut qu'instruire sur des pièces qui sont constitutives d'un dossier que vous allez déposer par voie dématérialisée en principe auprès du BASU. Donc, du service instructeur de la ville de Paris. Donc, cela veut dire qu'on ajoute forcément un temps de consultation. Néanmoins, nous avons un dispositif qui s'appelle la consultation préalable, ce qu'on appelle les CP, qui permettent, mais sur la base d'un document, on ne peut pas simplement dire « j'ai l'intention d'améliorer le confort thermique de cet immeuble, est-ce que vous êtes d'accord ?» Nous, on va pouvoir vous dire une chose par contre. Mais comme 93% de la ville de Paris est couverte par des servitudes et des protections,
il y a de fortes chances que que le service instructeur ait besoin de notre avis en réponse, d'une part, et que, d'autre part, il faudra pouvoir, engager notre avis sur, quelque chose qui soit concret. Donc l'accompagnement en amont se fait, mais je dirais dans un cadre assez défini, c'est-à-dire que ça ne peut pas être simplement au niveau de l'intentionnalité de travaux. C'est absolument insuffisant. Nous sommes architectes de formation, on a en principe suivi un cursus de spécialisation en DSA, architecture et patrimoine, pour avoir une connaissance assez étendue de la constitution du bâti avant 1948, même 16e, 17e, le pan de bois, le plâtre, comment sont construits les immeubles. C'est-à-dire il faut avoir une connaissance presque médicale de la nature constitutive de l'architecture. Je prends un exemple très simple, le faubourien, on a parlé du faubourien, qui souvent est en pan de bois, remplissage maçonné avec du gros plâtre, des plâtres qui sont très épais, qu'on aurait du mal à refaire aujourd'hui. Vouloir les fermer avec une ITE est un risque pathogène, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des désordres derrière, et là-dessus, on ne cesse de le dire, c'est un cas assez complexe pour nous de répondre à cela. Alors, sur les questions d'ITE techniques, il y a tout un savoir-faire en France et je vous invite à vous rapprocher des architectes et ingénieurs. Il est possible d'isoler, il faut utiliser les bons matériaux et les bons enduits et il y a des manières de faire, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Philippe? Pour compléter ce que dit Frédéric, effectivement, il n'y a pas de cadre réglementaire tel que le rescrit, en fait, qui peut exister en matière fiscale, où effectivement on vient faire prévalider quelque chose. Donc ça n'existe pas dans le droit français. En revanche, effectivement, le travail doit se faire en amont sur un travail préparatoire. Par contre, et pour aller dans ce sens de ce qui a été dit tout à l'heure, hormis les cas où l'avis de l'architecte des bâtiments de France est conforme, la ville de Paris ne suit pas systématiquement l'avis de l'ABF. Et il n'est pas rare, d'ailleurs, nous avons des discussions avec les collaborateurs de Frédéric qui nous ont dit « Mais vous n'avez pas suivi mon avis ». Oui, parce que nous, on regarde la conformité au PLU. Donc, si le projet est conforme aux règles du PLU, c'est bon. Et après, c'est une question d'insertion. Et donc, on peut avoir une approche différente. Il ne pas insertion urbaine et paysagère. Est-ce que le changement de fenêtre s'intègre bien dans le système? Voilà. Et donc, on a des débats, notamment, je pense par rapport au cas qu'on a vu tout à l'heure. Les réponses ne sont pas forcément les mêmes selon que les travaux portent sur l'intérieur quand on est tourné vers le cœur d'îlot ou selon qu'on est sur la façade sur rue. Et ça peut répondre peut-être sur le sujet de l'haussmannien qui est compliqué, que ce soit sur les toitures ou sur les façades, c'est pas évident à traiter. C'est vraiment du cas par cas. Donc on n'a pas, je pense, de réponse systémique là-dessus. C'est vraiment aussi le dossier encore une fois, que ce soit les instructeurs du permis de construire ou les ABF, nous travaillons sur un dossier qui nous est présenté. Donc c'est la constitution du dossier qui va être importante pour montrer en quoi le projet de travaux est légitime, durable, pérenne et va pouvoir être autorisé. Et donc, c'est important de le construire aussi en amont dans le cadre des rendez-vous de faisabilité préalable pour aller dans le sens que vous engagez. Parce qu'on sait que c'est des procédures longues. Vous avez des autorisations vous-même à obtenir de l'ensemble des copropriétaires pour lancer les études préalables, préfinancer, etc. Donc, c'est des coûts, c'est du temps. Ça a été dit tout à l'heure, je crois les délais, c'est 5-6 ans pour y arriver. Et donc, nous, on n'est pas là derrière pour bloquer, c'est pas le sujet. Voilà. Donc, Frédéric veut ajouter 2 mots, je crois, sur l'haussmannien, et après, on donnera la parole à Madame Lamiel-Rage. Oui, merci. Je ne veux pas absolument conclure parce que le débat reste ouvert et permanent. Par rapport à la question du haussmannien, je dirais que c'est peut-être la typologie du bâti qui pose sans doute le moins de problèmes parce qu'il y a une inertie thermique déjà par nature, vu la massivité de la construction. Il y a aussi des cours sur lesquels, après, c'est, comme l'a dit Philippe, du cas par cas. Vraiment, on travaille en fonction des immeubles, en fonction de la nature et de la typologie. Donc, importance de venir nous voir, nous consulter, nous contacter. Soyez un petit peu tolérants sur les délais de réponse. Vous avez compris pourquoi. Et ensuite, il y a aussi des cas où nous faisons des visites de sites, notamment dans les secteurs sauvegardés qui sont le Marais et le 7e arrondissement, qui sont des secteurs soumis à la loi Malraux de 62 et qui donc préservent les intérieurs. Alors là, j'insiste, ce sont des outils réglementaires absolument très bien construits avec un règlement qui échappe au PLU, c'est-à-dire qu'il y a 2 taches blanches sur lesquelles il n'y a pas de PLU. Par contre, c'est du secteur sauvegardé. Et là-dessus,
grande précaution parce qu'effectivement, les intérieurs sont protégés. Donc là, vous aurez sans doute la visite d'un architecte des Bâtiments de France ou de son technicien des Bâtiments de France avec lequel il constitue un binôme indispensable. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à Madame Lamia Larrage, 2 compléments. Sur l'haussmannien même, isoler une héberge, un bout de pignon en haut, c'est très utile. Faites ce que vous pouvez faire, vous y gagnerez. Effectivement, pour les aides publiques, parfois ça ne suffit pas, mais on connaît des cas où cela se fait. Allez sur Coach CoPro, vous avez tout un tas de références documentées, notamment sur le bâti ancien. Vous avez une carte des projets réalisés où vous pouvez filtrer par date de construction. Une dernière chose, on a beaucoup parlé du rôle de l'architecte et de l'ingénieur. Sachez que l'Agence parisienne du climat ou le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Paris, qui est présent, et d'autres structures vous accompagnent, notamment dans ces démarches d'urbanisme et de patrimoine. Bonjour à toutes et à tous et ravie d'être avec vous ce matin et ravie que vous soyez aussi nombreux en fait pour suivre ces sujets qui sont à la fois éminemment d'actualité et au-delà de ça extrêmement importants pour notre ville. Vous dire quelques mots, conclure cette journée du Forum de l'Agence parisienne du climat, que je remercie vraiment pour l'organisation de ce moment qui est éminemment important pour tous les acteurs que vous représentez, tous les acteurs que vous êtes. Mais au-delà de ça, extrêmement important pour notre collectivité, notre ville et pour notre avenir. Vous dire un petit mot sur la dynamique que nous avons enclenchée du côté de la ville de Paris et qui finalement verra sa traduction dans toutes les initiatives que vous prendrez et dans toutes les mesures qui seront mises en place via l'Agence parisienne du climat, via Coach CoPro, via l'ensemble de vos conseils syndicaux, via l'ensemble des copropriétaires que potentiellement vous êtes et des professionnels évidemment aussi. Quelques mots sur le PLU bioclimatique, donc le plan local d'urbanisme bioclimatique que nous avons voté en novembre dernier et qui va faire date à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, sachez-le. Nous sommes extrêmement sollicités par beaucoup de collectivités, beaucoup de structures, beaucoup d'universités qui nous demandent de leur présenter les grands axes autour desquels nous avons travaillé, mais surtout la façon que nous avons eue de le faire ici à Paris. Pas plus tard que hier, j'ai reçu une délégation de la ville de Masmo en Suède qui est venue échanger avec nous sur le PLU, qui a rencontré les services de la DU pour échanger aussi avec eux. J'étais pas plus tard qu'il y a 10 jours à Harvard pour présenter justement ce que nous faisons en matière de réhabilitation, ce que nous faisons en matière de préservation du patrimoine et ce que nous faisons sur le plan bioclimatique. Nous sommes confrontés à Paris, comme dans toutes les grandes métropoles, à un défi majeur, celui de l'adaptation de notre ville au changement climatique. Et pas n'importe quelle ville. Une ville hautement patrimoniale, une ville où nous avons une composante historique, un héritage extrêmement fort, extrêmement marqué, une ville avec une très forte densité et une ville avec une diversité d'acteurs, une diversité de quartiers, une diversité de structures qu'il faut être en capacité de prendre en compte de façon très précise en faisant un travail d'orfèvrerie assez important. Et c'est ce qu'a fait les services, ce qu'ont fait les services de la ville. Et je vais vous en dire quelques mots. Il fera 50 degrés à Paris dans quelques années. Ce n'est pas une incantation, c'est malheureusement une réalité. C'est le changement climatique, c'est le réchauffement de nos villes. Donc le défi majeur qui se pose à nous dans les prochaines années, c'est comment est-ce qu'on est en capacité de vivre dans une ville où il fait 50 degrés? Est-ce qu'on est en capacité de vivre dans une ville comme Paris où il fait 50 degrés? C'est comme si demain, Paris devenait Séville, sauf que nous n'avons pas la même organisation, pas la même structure, pas les mêmes habitudes et pas non plus les mêmes constructions. Donc ce PLUB, il a vocation à répondre à ce premier enjeu, celui de l'adaptation de la ville au changement climatique. Donc c'est une feuille de route dont nous nous sommes dotés pour les 20 à 25 prochaines années et qui va nous permettre de faire face à ce très grand défi qui est celui de l'adaptation de la ville au changement climatique. Ce document a été fait en concertation. Vous êtes plus de 68 000 professionnels et particuliers à avoir contribué à ce PLU. Donc, c'est le signe d'une vivacité démocratique importante, mais au-delà de ça, d'une prise de conscience de ce que représente ce document, qui est un document très puissant localement, puisque c'est celui qui nous permet de faire la ville pour, à minima, les 10 prochaines années.
Il y a eu une enquête publique début 2024 avec plus de 14 000 contributions qui ont été apportées au débat. Un certain nombre qui ont été prises en compte. En tout cas, toutes ont été examinées par les services de la direction de l'urbanisme de façon à essayer d'enrichir ce texte et au final en faire un outil qui permet réellement et concrètement de répondre à l'ensemble des aspirations, interrogations et défis que vous avez bien voulu soulever. C'est aussi un texte qui a été élaboré avec l'ensemble des professionnels. Vous en avez évoqué un certain nombre, je pense à toutes les fédérations du bâtiment, de la construction publique, de la construction privée, les foncières, les promoteurs, les architectes, et puis toute une batterie aussi d'accompagnement juridique, puisque nous avons introduit des éléments assez innovants dans ce document. 2 innovations majeures que je voulais souligner ce matin. Le premier qui est celui lié à la servitude de mixité fonctionnelle que nous avons introduite dans le cadre de ce document. Et la vocation de cette servitude de mixité fonctionnelle, c'est de répondre au deuxième grand défi auquel nous sommes confrontés, c'est celui de la création de logements à Paris. Vous le savez, nous avons beaucoup de tensions sur le secteur du logement et la maire de Paris a souhaité fixer un objectif qui est celui de 40% de logements publics dans les 5 prochaines années. Donc autant vous dire que c'est un défi colossal. Pourquoi ? Parce que nous avons en permanence près de 300 000 personnes qui sont sur liste d'attente pour bénéficier d'un logement social. 300 000 personnes. Et nous avons par ailleurs en permanence aux alentours de 300 000 logements vacants à Paris. Vacants parce que résidence secondaire, vacants parce que utilisés par des plateformes touristiques type Airbnb. Et que donc, partout où on a du logement vacant, ça veut dire des familles qui ne s'installent pas, des foyers qui ne s'installent pas. Et donc, derrière, de la perte aussi de valeur commune pour un certain nombre de biens. La deuxième innovation que nous avons introduite, qui est celle des externalités positives, avec un barème qui a été mis en place de façon à laisser de la souplesse pour les constructeurs, laisser de la souplesse pour les pétitionnaires, pour qu'ils puissent rentrer dans cette démarche bioclimatique dès l'examen du permis de construire. Donc, ils peuvent faire le choix d'un certain nombre d'entités dans ces externalités positives de façon à faire rentrer le projet sous les fourches codines, si vous me passez l'expression, du PLU bioclimatique. Donc, c'est un PLU qui est vraiment, pour le coup, révolutionnaire et qui, je pense, va faire date, il va prospérer à l'échelle française, puisque évidemment que nous échangeons aussi avec d'autres villes, d'autres collectivités, mais il va prospérer à l'international, comme je l'évoquais. Sur, si vous me permettez, les 4 piliers qui ont fondé la création de ce PLU bioclimatique, le premier, j'ai insisté lourdement dessus, l'adaptation de la ville au changement climatique, nous avons quelques objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de cette entité. La première, c'est la végétalisation. Et donc, nous avons un objectif de création de 300 hectares d'espaces verts dans Paris dans les prochaines années. Donc, aussi bien sur de la parcelle privée, sur le domaine public, sur aussi des copropriétés privées. Ça sera aussi un défi que nous allons devoir relever ensemble. La végétalisation des façades, la végétalisation des toits, et j'y reviendrai. La protection de la pleine terre, avec là aussi l'objectif de désimperméabilisation de 50% du sol parisien, et partout où on le peut, de pouvoir renforcer la pleine terre, renforcer la respiration de notre patrimoine vivant. La création de corridors verts et notamment une ceinture paysagère et sportive qui va nous permettre de, là aussi, cocher 2 cases, celle de la végétalisation, mais aussi celle de la création d'équipements publics sportifs, puisque nous avons une très forte tension, très forte demande sur la pratique sportive amateur, via notamment nos clubs. Et je pense que c'est pas juste un effet jeu. C'est vrai qu'après les Jeux, on a reçu beaucoup de sollicitations, mais c'était déjà le cas avant. Le deuxième gros défi que nous avions et auquel nous avons essayé de répondre, là aussi je l'ai évoqué, c'est comment est-ce qu'on crée plus de logements à Paris. Donc l'objectif de ce PLU est de créer ensemble une nouvelle valeur immobilière. Donc, et en acceptant cet état de fait, et c'est un peu le travail de pédagogie qu'on a essayé de faire auprès des foncières et des promoteurs, c'est que oui, c'est vrai, le logement rapporte moins que le bureau, c'est vrai. Oui, c'est vrai, transformer du bureau en logement induit une perte de valeur. Mais oui, nous devons l'assumer ensemble, puisque la première interpellation que j'ai quand je rencontre des professionnels ou des syndicats patronaux, c'est qu'ils me disent « il n'y a pas de logement à Paris, nos salariés ne peuvent pas se loger ». Et paradoxalement, quand on leur dit « bon, bah ok, donne, bah, dans ce cas-là, créez du logement dans vos bureaux », ils disent « ah bah non, quand même, je perds de la valeur ». Donc comment est-ce qu'on fait ce travail-là ensemble? J'y reviendrai. La servitude de mixité fonctionnelle, je
je l'ai évoqué. Nous avons aussi mis en place, nous sommes en train de travailler sur un plan de surélévation avec la création d'un bonus de surélévation pour la création de logements. Donc, on va pouvoir, sur certaines parcelles qui sont en cours d'identification avec les services de l'APUR et de la direction de l'urbanisme, augmenter, alors pas de 10 étages, hein, mais en tout cas de 1-2 étages, certains biens de façon à permettre la création de logements. Et je crois que créer du logement, c'est aussi répondre à un autre enjeu qui est celui de dire nous ne voulons pas de quartier monofonctionnel. Paris, c'est d'abord une façon de vivre, c'est un état d'esprit, c'est une identité singulière pour notre capitale. Et donc, nous ne souhaitons pas avoir des quartiers monofonctionnels comme on peut l'avoir par exemple à La Défense. Je pense que ce modèle-là est terminé. Nous voulons des quartiers qui vivent, nous voulons des commerces de proximité, nous voulons des terrasses sans nuisance pour les voisins. Nous voulons, pouvoir préserver ce qui fait que nous aimons Paris, que nous souhaitons continuer de vivre à Paris. Par rapport à cela, nous avons fait le choix justement dans la volonté de protéger cet état d'esprit parisien, cette singularité parisienne. Nous avons introduit la protection de près de 323 km de linéaires de commerce de proximité. Ça veut dire très concrètement, demain vous avez, j'en sais rien, une entreprise de plomberie par exemple installée dans une boutique. Si vous voulez la fermer pour en faire du logement, ce ne sera pas possible. Si vous voulez la fermer pour en faire, j'en sais rien, une boulangerie ou un restaurant, ce ne sera pas possible non plus puisque nous avons souhaité protéger la destination d'un certain nombre d'établissements pour justement ne pas se retrouver avec une ville vidée de son âme. Paris, c'est aussi l'artisanat d'art, c'est aussi l'environnement culturel. Donc là aussi, nous avons introduit un certain nombre de protections puisque pour ceux qui suivent les débats parisiens, on a eu quelques petits sujets sur, par exemple, des cinémas ou des établissements culturels qui étaient mis en danger. Et donc, nous avons introduit une protection pour ces établissements culturels. Donc, il ne sera pas possible de changer la destination d'un certain nombre de lieux que nous avons donc protégés. Le troisième pilier, c'est faire une ville pour les gens. Donc, c'est ce que j'évoquais là, donc la question des commerces de proximité, des commerces de bouche, essayer de piétoniser au maximum, de végétaliser l'espace public, non pas comme une lubie, non pas comme un fantasme, mais comme un enjeu pour nous de désirabilité de notre ville, mais aussi une question de survie tout simplement. Là, le débat qui se pose à nous dans les prochaines années, c'est pas est-ce que tu veux plus ou moins de voitures, est-ce que tu veux plus ou moins de verdure, est-ce que tu veux plus ou moins d'espace piéton, c'est est-ce que tu veux continuer d'être vivante demain ou pas. Pardon, je le dis de façon un peu simpliste, mais c'est réellement l'enjeu. Nous avons fait un certain nombre de mesures pas très loin d'ici, sur le toit de l'Académie du climat cet été. Il faisait à peu près 34 degrés dans l'air. Sur le toit en zinc, il faisait 67 degrés. En dessous, sur les 2 derniers étages, il faisait 57 degrés. Et on n'était pas en période caniculaire. Donc très concrètement, ça veut dire que vos enfants, vos petits-enfants, demain, si nous ne faisons rien à Paris, ils ne pourront plus y vivre. Donc cette question de la préservation du patrimoine, j'y reviendrai, elle ne peut pas être décorrélée à l'adaptation de notre ville au changement climatique et aussi à la prise en compte des nouveaux usages et de ce que veulent aussi les habitants de Paris aujourd'hui. Je termine, bien sûr, mais comme vous ne m'avez pas donné de temps, j'avoue, quand j'ai un micro, je ne le lâche pas. Et enfin, le dernier point, c'est l'accroissement de l'attractivité économique de la ville, puisque je ne veux pas laisser croire que nous faisons tout cela contre les acteurs économiques ou contre le secteur lucratif. Pas du tout. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à concilier tous ces usages-là. Pour cela, et je finirai là-dessus, nous avons mis en place un démonstrateur de PLU, donc les architectures parisiennes exemplaires, qui ont vocation justement à accompagner dans un travail de pédagogie avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la délivrance de permis. Nous avons identifié un certain nombre de lauréats, puisque ça a fait l'objet d'un appel à projet, un concours, et que dans ces lauréats, nous avons 2 projets emblématiques. Un projet de végétalisation de cours intérieurs dans l'Haussmannien et un projet de végétalisation de toit en zinc dans une copropriété privée, donc dans le 8e arrondissement pour la cour intérieure et boulevard de Sébastopol pour la toiture végétalisée. Et là, nous avons clairement besoin de faire évoluer nos pratiques. Nous avons besoin absolument de considérer que le patrimoine, c'est extrêmement important et que nous nous en préoccupons, mais qui doit s'adapter au changement climatique et il doit s'adapter aux usages modernes. Parce que le patrimoine, si demain il n'y a plus personne pour vivre dans cette ville, autant vous dire qu'il n'y aura plus personne pour en profiter et je ne crois pas que ce soit la ville que nous appelons de nos voeux pour nos enfants.
Donc à partir de là, nous allons pousser très fort la délivrance des permis sur ces 2 projets auxquels je suis extrêmement attachée et que je surveille personnellement de très, très près. Parce que je pense que c'est un défi, celui de l'entretien des toitures dans les prochaines années. Et quand je dis entretien, c'est une façon sympa de dire que nous souhaitons végétaliser les toits parisiens, nous souhaitons aller vers leur rafraîchissement, nous souhaitons aller vers aussi la création d'une nouvelle valeur immobilière. Je l'évoquais tout à l'heure. Et enfin, puisque ça a été abordé, je présente, puisque nous sommes actuellement en plein Conseil de Paris juste à côté, nous allons voter une délibération cet après-midi qui permettra du coup d'amorcer le travail de mise en conformité PLUB des 2 PSMV parisiens, donc le Marais et le 7e arrondissement, puisqu'il n'y a pas de raison que ces zones patrimoniales ne soient pas concernées de la même manière par l'ensemble des enjeux qu'on a évoqués. Pardon, j'ai été longue, mais j'avais plein de choses à vous dire. Évidemment, je n'ai pas terminé, mais en tout cas, voilà, on a pas mal de travail qui nous attend et vous pouvez compter sur la ville de Paris pour vous accompagner, pour essayer aussi de réduire au maximum les délais. J'ai entendu les questions qui étaient posées. Je sais que c'est un défi à la fois économique, mais aussi un défi de visibilité qu'on doit vous donner. Donc nous travaillons avec la direction de l'urbanisme et nous travaillons avec l'ensemble des acteurs pour essayer de vous rendre la vie la plus simple possible, ce qui n'est pas simple en soi, mais je suis persuadée qu'on va y arriver dans les prochaines années.